Alors qu'on entre dans notre dernière demi-heure de cette matinale, on va parler d'archives avec toi, Guillaume. Donc. Et oui, je relève ce défi de vous intéresser à 8h30 aux archives. Les archives, on va commencer comme ça, sont plus politiques qu'on ne l'imagine. Quand on pense, aux archives, on pense souvent à des caisses en carton, de la poussière, des caves, des vieilles feuilles à manipuler avec des gants. Je vous arrête tout de suite. Sans archives, comment écrire l'histoire ? L'histoire de qui et de quelle version ? Les archives seraient bien une affaire de pouvoir. Et des articles de presse nous l'ont rappelé ce mois-ci. Le Soir et la Libre consacrait plusieurs pages sur la nouvelle loi fédérale sur la transparence des documents officiels. On y lisait que les archives des cabinets ministériels feraient toujours exception à l'obligation de transparence. Puisque, à votre avis, ici, en studio, concrètement, que se passe-t-il après chaque élection quand le ou la ministre s'en va de son cabinet ? Que se passe-t-il de tous les documents produits ? C'est une très bonne question. J'imagine qu'ils n'ont pas le droit de mettre tout ça dans un petit carton et de le ramener à la maison, comme Donald Trump par exemple, mais... Eh bien, détrompez-vous, Romuald. Ok, d'accord. En fait, dans la réalité, pour beaucoup de cabinets, eh bien, c'est la déchiqueteuse. Donc, les échanges entre le ou la ministre et ses conseillers, poubelle. Les traces des réunions entre le cabinet, par exemple d'éventuelles entreprises, bac à papier. Et les contributions dans un texte de loi avant son passage au Parlement de façon officielle, eh bien, c'est dans la corbeille. Et oui, la loi considère actuellement ces archives comme des propriétés privées du ou de la ministre à sa libre disposition. Aucune obligation donc de conserver les emails, SMS, PV, disques durs, visioconférences, pièces jointes, classeurs, que ce soit papier ou numérique, bref, tous ces documents qui ont alimenté un texte de loi ou une décision. Eh bien, quand le ministre ou la ministre exerce son pouvoir, rien ne l'oblige à conserver de traces ni à les rendre publiques. Rien n'y oblige, et notre cher ministre de l'Intérieur a jugé bon de maintenir cette exception. Comme vous le disiez, Romuald, aux États-Unis, la moindre note écrite qui passe par le bureau ovale est consignée et classée. Aux Pays-Bas, le Premier ministre a dû démissionner, car il aurait effacé des SMS de son téléphone. Et on aurait découvert qu'il avait effacé des SMS de son téléphone, et il a dû démissionner pour ça, puisqu'il aurait éventuellement caché des preuves, et qu'aux Pays-Bas, tous les SMS sont considérés comme des archives à maintenir. En Belgique, eh bien, les ministres bénéficient d'un privilège qui est celui de choisir ou non, de choisir ce qui sera archivé ou détruit, rendu public ou effacé, visibilisé ou enfoui. Les archives, c'est donc bien plus que des bouts de papier, puisque pour être dans les livres d'histoire ou les salles d'exposition, pour être enseigné à l'école, mais aussi pour rendre des comptes, il nous faut bien une matière première, une source, un carburant, un engrais. Et cette matière première de l'histoire, eh bien, elle s'appelle archive. Sans archives, il est impossible de subsister. Comment prouver l'existence d'un événement, d'un collectif, d'une décision, d'une personne sans trace ? Sans archives, sans témoignages, pas de traces, rien de matériel et donc un non-événement. L'archive pose la question suivante, qui aura la chance dans ce monde de dire qu'il a existé ou non ? Dans le cas des cabinets ministériels, on comprend également que ne pas laisser de traces, c'est pouvoir aussi se défiler de ses responsabilités, pouvoir dire que ça n'a pas existé. S'il n'y a pas de traces, cela n'a pas existé, et donc personne n'est responsable. Vous penserez peut-être que le numérique permet une meilleure conservation. Rien n'est moins sûr. Et à nouveau, la question de qui conserve et comment est déterminante. Meta et Google sont-ils des archivistes fiables ? 3 petits points. Et moi, je poserai une autre question aux personnes de ma génération. Avez-vous toujours votre Skyblog ? Oui. Voilà, mais un exemple d'archive personnelle. Et que deviendra-t-il dans 10, 20, 40 ans de tous nos skyblogs ? Vraie question polémique. En tout cas, le fait de choisir ou non les traces qu'on laisse, valorise ou dissimule, contribue aussi à ce phénomène bien connu qui se résume en l'histoire est écrite par les vainqueurs et non les vaincus. Je veux donc dire là que être archivé est une forme de privilège. Parce que force est de constater que ce sont les mêmes qui n'ont pas droit au chapitre des archives. Beaucoup de collectifs font d'ailleurs des archives un enjeu politique et identitaire en soi, car certaines mémoires ont en effet été jugées plus pertinentes que d'autres. L'histoire des mouvements féministes, notre passé décolonial ou l'évolution des droits LGBTQIA+, manquent encore d'archives et donc d'existence. Elles ont bien existé en tout temps, en tout lieu, mais comment rendre compte de leur existence si on ne donne pas les moyens pour collecter et conserver ces traces ?
Les archives, c'est donc un enjeu démocratique. Elles permettent de rendre compte et de rendre des comptes. Elles sont importantes car elles permettent de transmettre des mémoires et des représentations, de faire perdurer des pratiques et des identités, mais parfois aussi de les pacifier. Les archives, c'est une question d'émancipation. Pouvoir être archivé, c'est échapper à l'histoire des dominants. Et contraindre à archiver, c'est s'assurer que chacun et chacune puisse rendre des comptes. Je rêve donc d'une grande manifestation. Une grande manifestation pour plus d'archives. Pour que, à chaque coin de rue, des centres d'archives LGBTQIA+, décoloniales, féministes, sur la migration, les personnes en situation de handicap, les masculinités, les classes ouvrières et tous les dominés de notre humanité aient un centre d'archives. Je propose d'ailleurs de faire démarrer le parcours de la manif devant le cabinet de la ministre de l'Intérieur. Je pense que ça lui fera plaisir. Sujet très intéressant, en effet, parce que je pensais pas qu'on était à ce point arriéré. Donc oui, en effet, on est en Europe. Enfin, c'est hallucinant qu'en Europe, toutes ces traces produites par les cabinets ministériels fassent exception. Enfin, on a un îlot en Europe. Et c'est assez inquiétant. Après, il y a tellement de gouvernements et de ministres qu'on aurait une ville, en fait. 52 cabinets. Voilà. C'est honteux. Bon, ça déjà, c'est un autre problème qu'il faudrait. Oui, qu'il faudrait. Je sais qu'une fois, il y avait une anecdote de quelqu'un qui bossait au ministère des Affaires étrangères et qui se rendait à New York, et les Américains comprenaient pas en fait pourquoi il y avait autant de délégations belges. Et ils disaient mais pourquoi vous parlez autant de langues, vous êtes aussi différents, et pourquoi vous communiquez pas entre vous, vous n'êtes pas ensemble pour faire la même chose. Alors que vous êtes un tout petit pays, ils comprenaient pas. Comme en Suisse. Exactement. Et du coup, de ton point de vue, toi aussi, du coup, d'archiviste de la mémoire, qu'est-ce que... Oui, déjà là, c'est vrai que je ne savais pas pour ces cabinets ministériels, parce qu'effectivement, sont des représentants de la nation. Il ne faut pas oublier que la Belgique, quand elle a été constituée, c'était un des tout premiers États qui venait avec un système de représentation. Pour nous, ça a l'air évident, mais en fait, avant ça, c'était une minorité, une aristocratie qui décidait pour le monde entier et imposait ses lois arbitraires. Et donc, c'est quelque chose à protéger. La Belgique, oui, moi je dis toujours, c'est un pays d'une très grande corruption. Les gens oublient ça, c'est que ceux qui sont à la tête votent des lois où ils se surprotègent. Hein. On entend tous les scandales, et encore, c'est le sommet de l'iceberg. Mais là, moi, je tombe des nues. Je ne savais pas qu'il y avait... on sait qu'il y avait le scandale de tous les meubles qui sont complètement changés, qui est vraiment un scandale en soi, puis ils sont des biens publics. Et ils ont un budget pour ce genre d'artifice, mais renouvelé complètement parfois. Mais alors là, que des décisions, que des débats disparaissent, je veux dire, c'est vraiment tout un pan de la démocratie qui n'est pas représenté. C'est vrai, ce pléthorique, la Belgique est un des pays au monde qui a le plus de fonctionnaires et de politiques par tête d'habitants, et c'est aussi un pays où les ministres sont les mieux payés au monde, donc c'est un scandale, alors qu'on voit que les gens créent, c'est dur, et que c'est notre argent, oui, et c'est notre argent de tout le monde, hein, des 11 millions de petits Belges, quoi. En fait, on est toujours considérés comme des petits Belges pressurés comme des citrons. C'est inacceptable. Ouais. Bon, c'est d'autant plus pour ça qu'il devrait rester des traces, justement, pour rester responsable, puisqu'effectivement, si... On sait bien qu'au final, le cœur du réacteur dans les décisions, ce sont dans les cabinets ministériels, bien plus qu'au Parlement, bien plus que dans les décisions. Que l'ordre du jour en soi du gouvernement. Il y a tout ce qui a été produit en amont pour que le ou la ministre puisse prendre sa décision, a discuté avec ses conseillers, a reçu des gens en cabinet, etc. Raisons de plus pour nous de garder tout ça. Moi, effectivement, là, je transporte. J'avais pas de meubles, j'avais pas beaucoup d'argent. Bon, j'ai fui de chez moi en tant que jeune lesbienne. Je n'étais pas acceptée. Donc, à 19 ans, j'étais à Bruxelles, qui n'était pas ma ville d'origine, pensant. Donc là, on est à la fin des années 1970. C'était une période très dure. Voilà, tellement dure. Beaucoup se sont suicidés. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont suicidés, qui ont pas supporter, ne pas être accepté, etc. Et du coup, j'ai toujours gardé cette mémoire, parce que ce qui était une forte inspiration pour nous, c'était la lutte des Noirs, le Black Power aux États-Unis,
et qui était une magnifique leçon politique, hein, de non-existence absolue et comment essayer d'exister malgré tout, comment changer la société et comment garder une mémoire des luttes. Et moi, ça a été une belle leçon parce que j'entendais voilà, de telles choses, on n'a plus que de l'histoire orale, alors que c'était une histoire quand même du XXe siècle, parce que c'était systématiquement détruit par le pouvoir, parce que hein, ils envahissaient les studios, les lieux de réunion, et ils détruisaient tout. Comme les nazis, hein, comme le Ku Klux Klan, hein, c'est brûlé, effacé complètement. Pourquoi ? Parce que ça efface aussi une possibilité de se dire, mais si vous pouvez vous battre contre, bien sûr. Et si on gardait toutes ces traces, bon, on aurait tellement d'exemples justement à suivre. Et ça, j'ai toujours gardé, donc, oui, tout le temps, tous les papiers. Mais mes déménagements, c'était que des caisses que tu parlais. Mais pour moi, les caisses, c'était pas des poussières, parce que comme la caisse est fermée, il n'y a pas de poussière dans la caisse. Donc, tout ce qui est préservé, il est vraiment préservé. Il y avait une taille, voilà, les affiches, c'était des caisses plus grandes et tout, où on les emballait, enfin, voilà, très créatif à ce niveau-là. Et je m'en suis pas rendu compte que, en même temps, le nombre de fois que je m'étais dit, tiens, oh là là, qui va s'intéresser à ça? Et puis, c'est pas si important, parce qu'à force d'être diminué, tout le temps tapé dessus, on a l'impression que c'est pas si important. Et ici, voilà, ce qui est extraordinaire en Belgique, quand même, à Bruxelles, c'est que les autorités, depuis Covid, se sont dit, mais la mémoire des gens, il faut les garder, pas que les mémoires des politiques, hein, parce que les archives, et moi je pensais que ça incluait évidemment les cabinets ministériels, tout est archivé, hein. Donc là, c'est hallucinant que plus on approche du pouvoir, moins il y a d'archives. C'est hallucinant. Donc ça, je dois avouer que je suis assez paf. Voilà, comme quoi, non. Et donc, l'initiative dont tu parles, c'est celle de la ville de Bruxelles, les archives de la ville de Bruxelles qui ont commencé une collecte pour un fonds LGBTQIA+. Voilà. C'est un peu plus complexe, c'est parti de la ville de Bruxelles, mais ça concerne maintenant toute la région aussi. Donc ça, c'est super intéressant, il y a plusieurs autorités en jeu, et qui, voilà, avec Covid, ont commencé à ramasser ce que les gens mettaient dans la rue, et ça a été la toute première fois que c'était pas que des archives administratives officielles. À un point, ils devaient mettre des panneaux parce que les gens disaient « Ah, qu'est-ce que vous faites ? Vous retirez les choses ?» Ils disaient « Oui, mais on est de la ville, on est de la ville. » Pour garder cette mémoire après un traumatisme. Ça a été aussi les attentats. Oui, hein, c'est d'abord les attentats, puis Covid. Devant la bourse, effectivement, voilà. Tous les objets qui avaient été déposés devant la bourse ont été... Ils ont commencé avec suite aux attentats, puis il y a eu Covid. Et ça, vraiment, c'était merci les fonctionnaires, parce que c'est vraiment une... Voilà, on oublie qu'il n'y a heureusement pas que les gouvernements, hein, qui n'arrêtent pas de se quereller. Pendant ce temps-là, ben, la vie, elle fonctionne. Hein, pendant quand même c'est quand même une rare démocratie au monde qui n'est pas partie en guerre civile. Quand 2 fois plus d'une année, on s'est retrouvé sans gouvernement. Donc ça veut bien dire que c'est les gens, madame, monsieur, tout le monde, qui faisaient que les choses continuaient et ne dégringolaient pas parce qu'il y avait des choses à régler, humaines, etc. Et là, quand ils ont lancé ça, donc l'année passée, d'archives LGBTQIA+, moi j'ai été hyper méfiante, je veux dire comme tout le monde. Hein. Venez déposer vos archives à la Rainbow House. Je me suis dit, ouf, hein, moi je dois d'abord vérifier ce que c'est. Hein. Ça fait déjà 40 ans que je les trimballe, je vais quand même pas les donner comme ça. Et puis, bon, j'étais là avec un parcours, tiens donc. Et puis j'arrive devant la maison, je vais d'abord voir qui ils sont, est-ce que c'est sérieux ou pas. Ce que je savais pas, c'est que c'était en fait les deux, voilà, quand même 2 personnes responsables de ça qui étaient là, très humblement. Et puis j'y écoutais, en lançant une blague, vous demandez d'apporter nos caisses, je dis mais est-ce que vous avez un camion ? Et est-ce que vous pouvez passer chez moi ? Et encore, c'est dans plusieurs adresses, parce qu'il y a des mètres cubes en fait. Ah oui, j'ai une quantité extraordinaire, parce que c'est la mémoire des lesbiennes, mémoire LGBTQI+, tout ce que je trouvais féministe, des minorités, donc il y a là aussi sur le Rwanda, le génocide des Tutsis, du Rwanda, puisque la toute première réunion des femmes Tutsis réfugiées, rescapées, c'était à Artemis, dans cette librairie lesbienne que j'avais. Et nous, c'est la mémoire des luttes. On était solidaires. Hein. Quand on parle d'intersectionnalité, ça précédait évidemment
la conception de ce mot, puisqu'il y avait plein d'autres mots pour expliquer les solidarités. Et cette mémoire-là, elle est fondamentale. Moi, j'ai tout gardé, même les échanges de lettres. Et je mettais dans des caisses, je n'avais pas le temps de les classer. Donc, c'était précieusement préservé en me disant un jour, voilà, je vais le montrer. Et c'était même pas encore pour prouver que ça a bien existé. Et maintenant, j'en reviens pas. Je me dis, des lettres qu'on s'écrivait, on avait l'impression que c'était anodin, mais pas du tout. Enfin, c'est une mémoire où on dit « Ah, t'as fait ça comment ? Et tu sais qu'à tel endroit, il y a ça. » Et c'est fou, quoi. Et aussi les colères, par exemple. Je me disais, mais comment j'ai prouvé tout ce qu'on a fait, que tel a dit ça, fait ça. Et là, il y a bien plus, en fait. Parce qu'avec, voilà, ça, il faut le savoir, la semaine prochaine, on va avoir un événement historique. Donc à partir de mercredi, il y aura pendant plusieurs mois une très grande exposition, la toute première sur les mémoires LGBTQIA+, sous l'angle du design. C'est le musée du design. Oui, c'est le musée à côté de l'Atomium, le musée du design. Oui. Et qui va faire sur 2 saisons, en général c'est une saison, c'est 3 mois d'exposition. Là c'est donc du 17, dans le cadre de la Pride. Avec les 20 ans d'extension du mariage, 70 ans de la toute première association LGBTQIA+, c'est parce que c'est 1953, 2003, donc ça tombait sur un 3, il faut le faire. Il y avait moyen de faire célébrer 2 choses cette année, extraordinaire. Et là, c'est jusqu'au début novembre. Et donc, c'est une exposition sur les affiches, posters, tout ce qui a été produit graphiquement autour des questions LGBTQIA+. Oui. Et on était très, très créatifs parce que justement, on n'avait pas d'argent. Et on devait faire au mieux avec le minimum possible. Et c'est vrai que, par exemple, les affiches, on les peignait, on les écrivait à la main, puis on les reproduisait parce que ça coûtait le moins cher, le plus accessible. Donc, il y a une créativité extraordinaire. Et moi, je n'en reviens pas. J'ai même gardé les logos qu'on déposait précieusement à l'imprimerie, puisqu'à l'époque... le Nec Plus Ultra s'était passé par là et on organisait des fêtes pour pouvoir payer tout ça. C'était, toute cette mémoire, c'est ça. Bon, une partie seulement est exposée, tellement on a beaucoup, beaucoup produit. Et ça, c'est précieux, oui, parce on voit que, d'ailleurs, ici aussi, quand on voit les collages dans les rues, c'est ça aussi, c'est prendre un papier, des couleurs, avec ce qu'on a, et puis hop, on affiche, il suffit d'une colle à bois, et hop, on met ça et ça tient, et donc c'est des moyens très simples avec un pouvoir énorme puisque il faut pas posséder ni des journaux ni les réseaux sociaux ni je sais pas quoi, on colle ça, tous les gens passent par là, ça a un impact toujours aussi énorme. Et cette mémoire, si on peut décoller ces affiches, etc., ou une partie, ou en tout cas faire des photos, maintenant heureusement il y a des photos, à l'époque ça coûtait 1000 fois trop cher, maintenant avec le numérique il y a quand même démocratisation, mais il faut pas oublier non plus de se dire bon, mais quand est-ce qu'on va préserver ça? Et c'est un vrai casse-tête. Ça l'a toujours été. Et les moyens les plus simples, les plus écologiques, les plus démocratiques, ça reste quand même toujours la cellulose. Les arbres, ça se reproduit. Le papier, ça reste. Le digital, ça va pas rester. Et il faudra être très riche parce que tous les X mois, il y a des nouvelles méthodes soi-disant meilleures que les autres. Pas du tout. C'est les GAFAM, c'est des super puissantes impérialistes qui imposent des changements et qui fait que c'est hors de prix. Et voilà, donc c'est des vraies questions de société. Et comme tu disais au début, c'est un pouvoir et un contre-pouvoir. Dans notre cas, c'est un contre-pouvoir. Parce que là, je ne savais pas pour les éléments ministériels, c'est bête que j'ai pas tout gardé en me disant de toute façon c'est préservé, c'est faux. Tu dis c'est faux quoi. Donc je suis contente d'en avoir gardé parce que j'avais gardé aussi de ces papiers officiels annotés et tout. Et ce que j'ai au centre d'archives. Enfin, là, officiel, je dis, mais écoutez, tout sera important, même les annotations. Parce que le nombre de choses que j'ai corrigées, qui étaient par exemple des sortes de communiqués officiels, qui étaient complètement faux, qui étaient de la mésinformation, et que moi je corrigeais. Des rapports qui étaient faux, des chiffres tout à fait tronqués, soit qui sous-estimaient les réalités qui les dérangeaient, soit des pures affabulations, de la stigmatisation.
Et tout ça, ça fait partie aussi d'une mémoire où nous on dit non, les choses se sont passées réellement comme ça. Nous étions autant, c'est-à-dire 10 fois plus ce qu'ils prétendent. Aussi les manifs, hein, c'est connu. Il faut toujours entre la police et entre les organisateurs, bien sûr. Oui. Mais en tout cas, c'est bien de voir que malgré certaines franges de notre société qui déchiquettent, d'autres conservent. Et c'est aussi du coup une pensée positive qu'il faut garder. Oui, et c'est simple, c'est simple. Oui, et comme tu dis, c'est simple, les solutions sont là. Merci vraiment Guillaume pour ce sujet de débat qui, en tout cas, est passionnant. Et écoute, on espère qu'on arrivera un jour à dépasser quand même ce stade un petit peu. Si, c'est un sujet de bataille. Moi, je crois que l'année prochaine, ici. Ici, il y a plein déjà de revendications qui vont être lancées. Hein, voilà. Mais moi, je trouve que ça doit être une grande manif pour les archives. Une grande manif pour les archives. Et préserver tout ce qui est les grandes décisions politiques maintenant qui sont absolument pas transparentes. C'est sûr. On va faire une pause.